Du coup, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette table ronde. Désolée du retard, on a installé parce que en fait la fac n'a pas voulu nous donner de salle, donc on a dû aller chercher les chaises nous-mêmes et organiser un peu comme ça rapidement. Mais du coup, bienvenue à cette table ronde pour vous expliquer rapidement. Cette table ronde, vous avez dû le voir, mais on l'organise dans le cadre d'une grosse journée de mobilisation à Paris 8 pour la Palestine. Vous êtes peut-être passé au rassemblement qu'on a organisé à midi, au stand qu'il y a notamment d'Europalestine, de BDS, de la marche de solidarité, de la Pride des banlieues, qui sont là juste entre les bâtiments B. Vous êtes peut-être passé aussi au cours alternatif qu'une professeure de psychologie a donné sur la question de l'enfance à Gaza. En gros, pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver, on a organisé cette journée de mobilisation avec le Point Levé et d'autres organisations de la fac de Paris 8, comme les Jeunes Insoumis, la coordination étudiante, le collectif des étudiants étrangers et l'Union des étudiants algériens de France, mais aussi avec des organisations historiques du soutien à la cause palestinienne et contre la colonisation et le néocolonialisme, comme Europalestine, l'Union juive française pour la paix, BDS 93 et Survie. Cette journée de mobilisation, elle répond à l'appel international des dockers de Gênes, des travailleurs et de la jeunesse en Italie et en Espagne qui se mobilisent depuis des semaines maintenant contre le génocide, mais aussi contre la répression des soutiens à la Palestine et en solidarité avec les flottilles. Et en même temps qu'on organise cette table ronde à Paris 8 aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, peut-être que vous avez vu sur les réseaux, mais il y a des milliers de personnes qui sont en train de manifester dans l'État espagnol, au Pays Basque, et en France, dans toutes les universités où on est présent, on a organisé des actions de solidarité avec la Palestine, comme à Paris 1 où nos camarades ils sont en train d'organiser en ce moment même une assemblée générale et un blocus du campus de Tolbiac. Ils ont organisé des cours alternatifs aussi. Aujourd'hui, nous, en fait, on pense avec le Point Levé que ça doit être une journée pour revendiquer évidemment l'arrêt total du génocide et de la guerre à Gaza, mais aussi l'accueil et l'inscription des étudiants réfugiés palestiniens dans nos universités, mais aussi la fin de la colonisation, la libération de la Palestine et aussi la démission de Macron qui est depuis le début complice du génocide, quoi qu'en dise Sébastien Lecornu. À Paris 8, dans le cadre de cette journée de mobilisation, donc on a voulu organiser une discussion sur la situation en Palestine parce que vous avez dû voir que la situation elle a beaucoup évolué ces derniers jours et ces dernières semaines. Je pense que vous avez tous vu les images de scènes de joie énormes en Palestine, en Cisjordanie et sur la bande de Gaza après la libération des 2000 prisonniers qui étaient enfermés dans les geôles israéliennes. Mais ce qu'on voit, c'est que ce soulagement collectif du peuple palestinien, il coexiste aussi avec la désolation provoquée par la destruction terrible et le génocide perpétré depuis 2 ans par Israël. Et aujourd'hui, en réalité, après 2 ans de guerre, c'est plus de 70 000 Palestiniens qui ont été tués, dont 20 000 enfants. Et dans la presse, certains expliquent que le décompte final, il pourrait même multiplier par 2 ce chiffre. La réalité, c'est que ça fait 2 ans qu'on assiste en live sur les réseaux sociaux à un génocide à ciel ouvert, avec des méthodes de famine méthodiquement organisées, le blocage de l'aide humanitaire, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que malgré l'accord de paix de Trump, la situation elle reste profondément instable et qu'en réalité, le cessez-le-feu, il est très fragile. Et on a vu rien que dans les premières heures de la trêve qu'Israël a assassiné au moins 60 Palestiniens. Aujourd'hui, les snipers israéliens doivent probablement être en train de continuer à tuer des Gazaouis. On confirme. Surtout l'accord soi-disant de paix proposé par Trump, en réalité, c'est un plan profondément néocolonial qui vise à liquider pour de bon les aspirations à l'autodétermination du peuple palestinien, puisqu'en réalité, c'est un accord qui prévoit la liquidation des factions palestiniennes à Gaza, l'occupation de la bande de Gaza par une armée des puissances arabes régionales et la mise en place d'une autorité coloniale dirigée par Trump et par Tony Blair, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'ancien Premier ministre britannique qui est responsable du massacre du peuple irakien, de la mise en place d'une tutelle sur le Kosovo, etc. Dans ce contexte-là, donc, du plan Trump, nous, on voulait ouvrir une discussion sur la situation en Palestine, sur l'avenir de la bande de Gaza et du peuple palestinien. Et on voulait aussi discuter des immenses mobilisations de solidarité qu'on a vues ces dernières semaines, en particulier en Italie, en Espagne. Donc, Amel, je vais commencer par toi. Avec Mustapha, vous avez embarqué sur un des bateaux de ces flottilles de la liberté. Je pense que maintenant vous le savez tous, mais les flottilles de la liberté, c'est des bateaux qui ont pour but d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza par la mer en contournant le blocus imposé depuis 2007, puis celui imposé depuis 2023 par Israël. En réalité, ça n'a pas commencé en 2024, ça fait bien plus longtemps qu'il y a des flottilles de la liberté qui sont envoyées régulièrement pour tenter de briser le blocus. Et ce qu'on a vu, c'est que depuis le début du génocide, ces flottilles, elles se sont multipliées
il y a eu 5 campagnes, si je ne me trompe pas, qui ont été organisées depuis avril 2024 et qui ont systématiquement été durement réprimées par l'État d'Israël, comme en mai 2025 où la première flottille a été attaquée par des drones, en juin et en juillet 2025 quand les flottilles Madeleine et Andala elles ont été arraisonnées dans les eaux internationales, et à la rentrée ce sont donc 2 flottilles qui ont été organisées en soutien au peuple palestinien, et je pense que vous avez tous vu les images des plus de 400 militants de la Global Front Flotilla qui ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs jours par Israël. Et donc toi, Amel, tu me disais que donc t'as pas été emprisonné par Israël parce que ton bateau a été saboté 2 jours par Israël, donc a été saboté 2 jours avant l'arrestation des autres militants. Est-ce que tu peux un peu nous raconter déjà pourquoi est-ce que tu t'es embarqué sur cette flottille? Donc j'ai pas dit, mais tu es AESH. Pourquoi est-ce que tu t'es embarqué sur cette flottille? Pourquoi aussi en tant que AESH pour toi c'était important? Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Comment ça a été en fait le moment où le bateau a été saboté, etc. Bonjour. En fait, en tant que AESH et en tant que maman, ça m'a insupporté, comme vous tous, j'imagine, de voir des enfants. Vous entendez bien? Oui. Donc ça m'a insupporté, ça me faisait fendre le cœur de voir des enfants massacrés tous les jours à coups de bombe, des enfants qui étaient ciblés systématiquement au niveau de la tête, du cou, du cœur et des organes génitaux, alors que c'est des enfants par des snipers. Donc, est-ce que c'est normal? Je trouve que c'est pas normal. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas normal. En travaillant avec des enfants handicapés, et encore, parce que c'est pas le même degré, parce que faut pas oublier aussi le trauma psychologique que ces enfants-là ont vécu, qui vivent encore. Parce qu'un enfant gazaoui qui a 10 ans aujourd'hui, il a vécu au moins 4 guerres. Pas 1, pas 2, pas 3. Donc, à partir de là, je me suis dit non, il faut que je agisse, il faut que je fasse quelque chose. Je suis déjà avec Euro-Palestine. Je suis aussi membre du Global Movement au Raza. J'ai été aussi au Caire, malheureusement, donc j'ai jamais été jusqu'au bout, c'est une malédiction. Notre bateau a été saboté 1 fois, 2 fois, 3 fois. La dernière fois, on a fait un trou carrément dans le bateau, dans la chambre du moteur. On a pris l'eau, on s'est réveillé à 4 heures du matin et on a été évacué. Heureusement qu'il y avait des secours, il y avait justement d'autres bateaux à côté de nous, et heureusement aussi qu'il y avait la flottille turque, que je remercie pour le coup, la navire turque qui nous a évacués. Sinon, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. On était 12 quand même à bord. Donc, on se réveille du jour au lendemain avec un trou énorme dans la chambre du moteur. On n'a rien compris. On a été bombardés. J'étais à Sidi Bou Saïd, j'étais en Tunisie quand on a été bombardés 2 jours de suite. Donc, maintenant, Netanyahou a reconnu. On a été bombardés en Grèce. On a été bombardés dans les eaux. Mes collègues qui, eux, ont pu avoir la chance d'aller jusqu'au bout, donc ont subi des violences atroces. Donc, à partir de là, ça ne fait que me renforcer dans ma conviction. Et je me dis que ce que j'ai fait, c'est encore rien. Et qu'il faut continuer. Et je vous encourage tous à participer, parce que la flottille ne s'arrête pas là. Il y en a une déjà prochainement. Et il y en aura d'autres. Il faut que tout le monde puisse participer. Il faut que tout le monde trouve le courage de participer, parce qu'on ne risque rien par rapport à ce que vivent la situation actuelle des Palestiniens, par rapport à ce que vivent les Palestiniens à Gaza et dans les prisons israéliennes. Voilà. Donc, je pense que, vraiment, humainement parlant, je ne pouvais pas ne pas réagir. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais passer la parole à Olivia Zemmour, qui est présidente de l'association Euro-Palestine. Euro-Palestine, donc c'est une association de solidarité avec le peuple palestinien qui dénonce depuis des années l'occupation des territoires palestiniens, la répression brutale subie par le peuple palestinien, la destruction de sa culture, mais aussi la complicité du gouvernement français qui entretient depuis le début des relations privilégiées avec Israël sur les plans économiques et militaires. Avec Euro-Palestine, vous faites aussi partie de l'urgence Palestine, et comme d'autres membres de la coalition, vous avez été menacé de dissolution par le gouvernement français. Et toi, donc, Olivia Zemmour, comme je disais, tu es la présidente et une des fondatrices d'Euro-Palestine. Et depuis des années, tu es une fervente défenseur de la cause palestinienne. Tu as organisé des dizaines de campagnes de boycott, de protestation contre la colonisation et contre la répression du peuple palestinien. Et tu as subi des tentatives d'intimidation répétées
de la part du gouvernement, de la part d'Israël et de ses complices en France. En 2010, par exemple, tu as tenté de te rendre en Palestine et tu as été placé en détention à ton arrivée à l'aéroport Ben Gurion et tu as été placé à l'isolement avant d'être expulsé. En 2011, tu as été attaqué en justice pour avoir appelé au boycott d'Israël et tu as été acquitté. En 2012, tu as été attaqué par des membres de la Ligue de défense juive qui t'ont frappé à la tête. En 2012 aussi, tu as pu te rendre sur la bande de Gaza et dénoncer le blocus de la bande. Et aujourd'hui, tu es attaqué pour apologie du terrorisme par le gouvernement français et ton procès a été renvoyé au 26 février 2026. Nous, à RP, on a aussi 2 militants, dont Anas Kazib, qui sont poursuivis aussi pour apologie du terrorisme. Ce délit, en réalité, il a été utilisé pour réprimer de façon massive les soutiens de la Palestine. Rien qu'entre le 7 octobre 2023 et juin 2024, il y a 735 personnes qui ont été mises en cause pour apologie du terrorisme, souvent pour des tweets, pour des pancartes, pour des articles. Il y a 379 accusations qui ont débouché sur des poursuites et 189 personnes qui ont été condamnées. Donc on voit bien comment ce délit, il est utilisé en réalité pour persécuter de manière acharnée les soutiens de la cause palestinienne. Donc moi, la question que je voulais te poser, enfin les questions plutôt, c'est est-ce que tu peux revenir déjà sur ton combat contre la colonisation de la Palestine? Est-ce que tu peux revenir sur la répression que tu subis et sur la manière dont cette persécution du mouvement de solidarité est un vrai scandale antidémocratique? Est-ce que aussi tu pourrais revenir sur les suites que tu vois aujourd'hui à la guerre, après le cessez-le-feu, après le plan Trump, etc. Merci. Je voudrais dire que si il y a de la répression, c'est parce qu'on ce qu'on fait gêne le gouvernement. Quand je dis on, c'est tous ceux qui subissent justement les procès, les poursuites, etc. C'est pas un scoop, hein. On est près de 800 en France à être accusés d'apologie de terrorisme et il n'y a pas une seule plainte de la part du gouvernement contre non seulement ceux qui font l'apologie du génocide, mais y compris contre ceux qui ont commis, des Français qui ont commis des crimes de guerre, soit en allant dans l'armée israélienne pendant le génocide, soit comme d'autres en bloquant des camions d'aide pour Gaza et en se montrant dans des vidéos en train de le faire et en train d'appeler les autres Israéliens à venir bloquer avec eux. Donc je dirais que notre gouvernement, et je dirais nos gouvernements y compris antérieurs qui se disent de droite ou de gauche, ont toujours collaboré avec Israël. Et c'est particulièrement choquant quand il y a un génocide, c'est sûr, mais c'est pas nouveau. 77 ans de colonisation, 18 ans de blocus de Gaza, parce que ça n'a pas commencé là non plus avec l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais en 2007, faites le calcul, et pourquoi un blocus de la bande de Gaza? Vous demandez à des gens, ben, ils savent pas vous répondre. Pourquoi le blocus de Gaza décidé unilatéralement de manière illégale par Israël? S'il y a quelqu'un qui est capable de dire pourquoi il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont été punies avec impossibilité de sortir, de faire rentrer des amis, de recevoir de l'eau potable, de l'électricité ou des médicaments, si quelqu'un est capable de le dire, je serais très heureuse, parce qu'il n'y a pas besoin. Comme personne ne demande à Israël de se justifier, il n'a pas besoin même d'avancer des raisons. De toute façon, tous les Palestiniens, vous le savez, sont des terroristes. Il n'y a pas de civils innocents, même les bébés, parce qu'ils vont devenir terroristes. Alors, je crois que ce qui nous arrive à nous tous qui défendons les droits du peuple palestinien, c'est pas très étonnant. La France avait une particularité, a toujours une particularité, c'est qu'on a le plus gros lobby israélien au monde après les USA, et un lobby plus agressif que celui des USA. Pour expliquer pourquoi ça prendrait un petit peu de temps, pourquoi ceux qui défendent la politique israélienne sont plus agressifs en France qu'ailleurs, mais on a, si vous voulez, également des victoires, et je crois que c'est important de le dire, et qu'on ne se bat pas pour rien, et on a fait progresser les choses. Il n'y a pas que... Voilà, la répression, c'est le signe du grand écart qu'il y a, du fossé qu'il peut y avoir entre nos gouvernements, nos dirigeants, si vous voulez, et en vérité, qui disent représenter la population, et ce qu'on fait, et auquel beaucoup de gens
adhèrent et qui montrent que non, ils ne représentent pas la population. Et ça, c'est très gênant pour un gouvernement qui se dit démocratique de montrer, donc on essaye de ne pas montrer. Mais je dois dire que même tout ce qui nous est arrivé, les menaces, les agressions physiques, c'est encore loin de ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes, parce que on n'a pas régulièrement des bras arrachés, des yeux arrachés, et que voilà, en France, il faut voir que par rapport au mouvement qui existe dans d'autres pays où on a vu des centaines de milliers de personnes dans la rue, ce qui n'est jamais arrivé ici, on est un peu les derniers de la classe. Les derniers de la classe, ça s'explique, parce que quand on fait ces exemples de répression physique très très grave avec les Gilets jaunes, quand on a vu aussi la gestion particulièrement répressive du Covid, comment aussi il y a une islamophobie institutionnelle qui fait que pour les musulmans qui déjà sont suspects d'emblée, si vous ne mangez pas de saucisson, vous êtes quelqu'un de suspect, c'est clair. Donc si en plus vous allez défendre la cause palestinienne, là, vous êtes vraiment particulièrement ciblé. Donc on comprend qu'il y ait beaucoup de gens qui aient peur, qui soient tétanisés et qui aient peur d'être, pas simplement traités d'antisémites, mais de répression beaucoup plus concrète comme celle dont tu as parlé. Mais je pense qu'au bout du compte, il faut voir quand même le résultat, c'est que la solidarité, c'est un verbe, et ce verbe, c'est le verbe agir, et que nous, on est dans l'action, que ça ne plaît pas, bien entendu, au gouvernement, et que cette action, elle porte ses fruits. Ça se voit peut-être pas quand on voit, si vous voulez, le génocide en cours, mais en réalité, nous, on se bat depuis maintenant une vingtaine d'années, par exemple, pour le droit de boycotter. Et le boycott, ça gêne énormément Israël. Et ça va le gêner de plus en plus. Et on nous a dit pendant des années que ce qu'on faisait, c'était illégal, qu'on n'avait pas le droit de porter les t-shirts où il y a marqué Free Palestine devant et boycott Israël dans le dos. Voilà, il y a des militants. Nous, on a gagné tous nos procès contre Teva, contre le gouvernement, contre toutes les officines israéliennes, mais il y a des militants qui ont été condamnés pour avoir appelé au boycott d'oranges exportées par Israël dans un magasin Carrefour. Et ils avaient été relaxés à Mulhouse en première instance, puis condamnés en appel à Colmar, et la Cour de cassation avait confirmé leur condamnation, et du coup, on est allé au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau européen, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Cour européenne des droits de l'homme, contrairement à beaucoup d'institutions, elle a une voix non pas consultative, mais impérative. C'est-à-dire qu'elle s'impose à toutes les législations européennes. Et quand je dis européenne, c'est l'ensemble des pays européens, ça va plus loin que l'Union européenne. C'est-à-dire que même l'Angleterre, qui est sortie de l'Union européenne, est soumise à la loi de la CEDH, et la Russie aussi. Et elle a, en juin 2020, il faut que tout le monde le sache, cette Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à payer 100 000 € de dommages et intérêts, d'une part, aux militants qui avaient été condamnés, et a émis un jugement très clair disant que le boycott, à partir du moment où il n'y a pas de violence ni de propos racistes, est non seulement légitime, mais qu'on n'a pas le droit de l'empêcher. Le boycott d'Israël, des produits israéliens, des firmes qui collaborent avec Israël à la répression des Palestiniens, à la colonisation, etc. Donc, si vous voulez, c'est une très grande victoire. On essaye encore d'entretenir un certain flou dans l'esprit des gens qui ne savent pas toujours est-ce qu'ils ont le droit, le boycott, c'est légal, c'est pas légal, etc. Je crois que c'est important que tout le monde diffuse, premièrement, cette information, que l'État français a été mis en demeure et est bien obligé d'obtempérer, de permettre à tous ceux qui veulent non seulement de boycotter, mais d'appeler au boycott, et que ce boycott est en train de prendre des dimensions formidables dans le monde entier, bien entendu avec les génocides, mais même, je dirais, encore plus avec le plan de paix, entre guillemets, de Trump, qui est tellement
inégale, si vous voulez, qui montre tellement qu'il n'y aura pas de retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, qu'il n'y aura pas de levée du blocus, parce que Israël va continuer à contrôler ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Vous avez d'ailleurs un truc formidable, c'est que ça a maintenant 4 jours, 5 jours, l'accord de paix. On n'a toujours pas un seul correspondant étranger qui a été autorisé à rentrer dans la bande de Gaza. C'est quand même formidable. Ils ont fermé... Non, mais oui, c'est ça. Mais je veux dire qu'il y a des journalistes tués, mais palestiniens. Moi, je dis qu'il n'y a toujours pas un seul journaliste étranger qui a pu rentrer. Et ils ont fermé, il n'y a pas de passage par Rafah. Et Israël vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas, même pas le nombre de camions qui rentreraient qui correspondait à la période où il y avait le blocus sans le génocide, qui était déjà ric-rac, parce qu'ils considéraient à l'époque qu'il fallait qu'ils soient juste à un niveau de survie et qu'ils ne puissent pas vivre confortablement. Eh bien, cette situation, qui n'a rien à voir avec Free Palestine, que je vois inscrit à juste titre sur la banderole devant moi, c'est pas la liberté pour les Palestiniens, pas plus en Cisjordanie où il y a une annexion permanente, que dans la bande de Gaza, où bien entendu les gens sont soulagés à l'idée qu'il va y avoir l'arrêt, je ne sais pas quand, des bombardements, parce que là, encore aujourd'hui, ils ont bombardé ils ont bombardé, pas seulement avec des snipers, ils ont bombardé aussi bien à Khan Younes qu'à Shujaya dans le nord, Khan Younes étant dans le sud, et ils ont également kidnappé des civils dans la bande de Gaza hier et aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas déjà dire ça y est, c'est bon, etc. Mais c'est un soulagement énorme et on doit tout faire pour que les grandes phrases grandiloquentes de Trump, qui ont le mérite d'exister, je ne vais pas faire ici l'apologie de Trump, mais il a un peu, si vous voulez, mis le couteau sous la gorge à Netanyahou en disant « Moi, grand homme de paix devant l'Éternel, etc., je déclare que la guerre est finie, que c'est un truc historique et que d'ailleurs toutes ces tueries étaient inutiles. » Et bon, au milieu de plein d'autres conneries qu'il a sorties, si vous voulez, c'est quelque chose d'important. Parce que ça veut dire que par rapport à sa propre opinion publique, Trump, qui s'est toujours présenté comme quelqu'un qui allait faire que l'argent des Américains serve aux Américains et pas à des étrangers, est de plus en plus contesté dans son propre pays. Vous avez vu pas seulement les campus étudiants qui lâchent toujours rien, parce qu'ils sont en train de manifester pour que Mahmoud Khalil, étudiant palestinien qui s'est mobilisé à Columbia, ne soit pas expulsé et que donc il soit libéré et qu'il puisse continuer à vivre avec sa famille aux États-Unis. Donc il a, y compris non seulement les démocrates, mais les conservateurs qui sont à l'heure actuelle en train de dire bon, ça suffit. Il y a des vétérans de l'armée américaine qui font des manifestations dans la rue. Donc, si vous voulez, Trump, il a pris une décision et Netanyahou a imposé beaucoup de choses avec pas simplement l'accord de Trump, mais celui de tous nos dirigeants occidentaux et de bon nombre, pour pas dire la plupart, des régimes arabes corrompus. Mais là, on a un tournant et il faut que nous, je veux dire que les Palestiniens sont extrêmement intelligents et on le voit dans tous les domaines, mais ils ne répondent pas à l'heure actuelle aux provocations parce que Netanyahou voudrait que ça reparte, que la guerre il puisse avoir un prétexte. Et il refuse de le lui donner. C'est-à-dire qu'il y aurait des ripostes possibles, même s'ils n'ont pas la bombe atomique, mais ils ne ripostent pas pour que justement il n'y ait pas d'excuses pour revenir sur ce cessez-le-feu comme l'a fait à plusieurs reprises Netanyahou. Nous et le monde entier, le monde, et moi j'étais vraiment soulagé parce que j'ai cru à un moment que les gens allaient dire bon ben c'est bon, on peut rentrer chez nous, ça va, il y a un accord de paix, etc. Donc c'est bon maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Et je vois dans Panorama encore un article dans le dernier qui vient de sortir qui s'appelle Boycotter oui mais, qui est un article en vérité très pro-boycott, où il y a plusieurs pages où ils expliquent que maintenant encore après cet accord,
eh bien, il y a dans le monde entier des gens qui disent qu'il faut continuer le boycott sportif, bien entendu économique, académique, culturel, etc. Et ils interrogent, y compris des opposants israéliens qui disent il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Donc, je vais laisser la parole pour peut-être tout à l'heure, si vous voulez bien, revenir plus concrètement sur qu'est-ce qu'il faut boycotter et comment on boycotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ouais. Je voudrais juste vous remercier d'avoir organisé cette journée, parce que c'est vraiment un bonheur d'être ici au milieu des étudiants et de pouvoir échanger avec eux. Et je souhaite que ça puisse être fait à nouveau, parce que c'est vraiment super bien. Bah, nous aussi, on est très heureux d'organiser ça. Et bah, j'en profite pour dire d'ailleurs qu'il y a plusieurs stands devant les bâtiments B qui se tiennent. Il y a un stand d'Europa-Palestine, de BDS 93, de la PREC des banlieues et du Point Levé, et aussi du collectif des étudiants étrangers et des autres organisations de Paris 8 qui participent à l'organisation de cette journée. Donc, n'hésitez pas à passer après la table ronde. Si vous voulez, je crois qu'il y a des kéfiers en vente, je pense qu'il y a des brochures. Si vous voulez laisser un peu d'argent pour les cagnottes de solidarité, n'hésitez pas à passer. On va faire des autocollants gratuits. On va faire tourner aussi une feuille de contact si ça vous intéresse de participer aux prochaines activités qu'on va organiser avec le Point Levé. Donc, n'hésitez pas à laisser votre contact. Et du coup, pour enchaîner, je vais laisser la parole à Camille, du coup, de Survie. Survie, pour ceux qui connaissent pas, c'est une association qui lutte contre le néocolonialisme français en Afrique sous toutes ses formes. Donc, avec Survie, vous avez notamment contribué à diffuser le terme de France-Afrique. Et vous produisez un travail d'enquête et d'analyse quotidien pour démontrer le rôle criminel que continue à jouer la France dans ses colonies, comme à Mayotte ou en Kanaki, mais aussi dans ses anciennes colonies. Depuis le début du génocide en Palestine, vous dénoncez la complicité de la France avec le génocide et vous mettez notamment en lumière les partenariats militaires et économiques de la France avec Israël. Hier, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais Sébastien Lecornu a dit que la France n'avait pas participé à un génocide à Gaza, première nouvelle, et qu'aucune arme française n'aurait été livrée à Tsahal. Est-ce que tu pourrais revenir donc sur cette complicité ou pas, du coup, de l'impérialisme français avec le génocide, sur cette place aussi de l'impérialisme français dans la situation internationale, dans les rapports de force, et est-ce que tu pourrais aussi développer sur la manière dont cette complicité, elle met en lumière l'héritage colonial de la France? Merci beaucoup pour l'invitation et félicitations d'organiser cette mobilisation malgré le climat de répression et la mainmise de la propagande aussi d'État dans le milieu universitaire. Donc bravo. C'est vrai que du coup, ça paraît pas forcément évident au premier abord pourquoi une association africaniste s'intéresse à la situation en Palestine. C'est vrai que là, la question qu'on se pose, c'est comment les élites politiques, militaires, françaises et économiques peuvent se rendre complices d'un génocide aujourd'hui. Mais en fait, l'étude des relations entre la France et l'Afrique, elles sont particulièrement éclairantes pour comprendre les mécanismes qui poussent cette classe dirigeante à faire ça. Et du coup, oui, nous, le message un peu important qu'on a envie de faire passer, c'est de replacer la complicité française de génocide dans un continuum plus large, dans une tradition plus ancienne et plus longue de complicité, de violation des droits humains, qui va de la surveillance à la répression, jusqu'aux crimes de guerre et jusqu'aux crimes de génocide. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup documenté en fait le pilier militaire du néocolonialisme français en Afrique et dans les anciennes colonies. Depuis les années 1960, l'armée française en Afrique, c'est plus d'une soixantaine d'interventions militaires. En fait, on utilise les anciennes colonies, mais aussi les colonies actuelles qu'on appelle les territoires dits d'outre-mer, comme des terrains d'expérimentation, de tests, de mise en vitrine de technologies de guerre, mais aussi de contrôle, de techniques de contrôle des populations. Et à ce titre-là, en fait, c'est exactement ce qu'Israël fait en Palestine, en fait. On va aller tester des grenades lacrymogènes sur les Kanaks.
On va aller tester des Rafales au Sahel qu'on va ensuite vendre à des dictatures qui protègent nos intérêts, comme en Égypte, par exemple. Donc voilà, donc c'est un peu ce rapport-là qui est similaire aussi, qui nous fait nous pencher sur ce qui se passe en Palestine actuellement. Et comme je le disais, donc en fait, on a un peu utilisé le territoire africain comme notre terrain de jeu préféré pour asseoir à la fois donc notre domination, qu'elle soit militaire, économique, culturelle. Je tiens aussi à rappeler que la francophonie nous permet d'avoir un marché uniforme pour vendre d'autant plus d'armes et de formation militaire. Mais c'est aussi, désolé, je me perds un peu dans mon exposé. Mais voilà, je voulais dire que du coup, le militaire c'est un central dans la domination que la France maintient dans ses anciennes colonies, et un élément important aussi qui nous pousse à nous pencher sur ce qui se passe en Palestine, c'est que l'un des combats principaux et historiques de l'association Survie, c'est la reconnaissance de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, c'est aussi à ce titre-là que on peut comprendre en fait, avec la mise en parallèle de ce qui s'est passé en 94 et ce qui se passe aujourd'hui, qu'on peut comprendre en fait déjà ce qui se passe et comment lutter contre ça. Donc, effectivement, on a tendance à l'oublier, mais la France s'est rendue complice du dernier génocide du XXe siècle, c'est-à-dire qu'en fait, quand le génocide a éclaté, s'est déclenché en 94 au Rwanda, la France était très proche du gouvernement rwandais de l'époque, et en fait, on a maintenu notre soutien diplomatique, politique et militaire, parce que il y avait aussi cette lecture que c'est une guerre civile comme une autre en Afrique, c'est des Africains qui se tapent dessus, et dans tous les cas, on n'a pas intérêt à lâcher notre influence dans cette région-là, parce que sinon, c'est les Anglo-Saxons qui vont prendre le relais. Donc il y a un peu cette idée-là, et c'est ça qui nous a poussé en fait à vendre des armes. Une des différences en fait qu'on peut aussi remarquer entre le génocide des Tutsis au Rwanda et le génocide en Palestine aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils ont quand même essayé de sauver la face en mettant un embargo. L'ONU a décrété un embargo le 17 mai 1994 sur les ventes d'armes au Rwanda. Aujourd'hui, on fait même plus cet effort-là il n'y a aucune sanction qui est à l'ordre du jour contre Israël. Il y a eu un effort qui a été fait de mettre des sanctions officielles. La France a violé cet embargo, donc on a continué à vendre des armes, et à ce titre-là, l'association Survie a porté plainte pour des livraisons d'armes au Rwanda. On a aussi porté plainte contre la BNP parce qu'évidemment elle est dans tous les mauvais coups, que ce soit en Ukraine, en Palestine, mais aussi au Rwanda. C'est elle qui a facilité des transferts d'argent pour ces ventes d'armes. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas la première fois. Donc c'est pas la première fois aujourd'hui que l'État français se rend complice d'un génocide. Alors ce qu'on peut noter, c'est déjà le racisme et comme tu l'as dit Olivia, l'islamophobie en fait, qui est la matrice de logique qui guide un peu la plupart des interventions militaires aujourd'hui dans les pays du Sud déjà. Donc il y a déjà cet élément-là. Qui favorise ce genre de choses, mais c'est aussi la volonté, au-delà de dimensions matérielles et mesurables, il y a aussi cette idée que on va maintenir un ordre mondial inégalitaire, violent, qui nous permet donc de tirer profit aussi en termes d'influence symbolique. Donc voilà. Et voilà, donc le soutien de l'État français au Rwanda et à Israël aujourd'hui est assez similaire, à la fois dans les discours. Comme je l'ai dit, on va mettre au même plan les victimes et les bourreaux. À l'époque et encore aujourd'hui, il y a des discours négationnistes qui vont dire que il y a eu des massacres des deux côtés. De manière à minimiser le crime, mais aussi, nier le crime, c'est aussi nier les complicités qui le rendent possible. Il y a aussi, c'est aussi une situation dans laquelle on va maintenir
un soutien diplomatique. Il faut savoir qu'en 1994, l'État français est le seul à recevoir une délégation du gouvernement génocidaire rwandais. Et j'ai l'impression qu'on pourrait retrouver des parallèles dans les discours, voilà, du soutien inconditionnel à l'État d'Israël et au fait qu'on a maintenu notre engagement aux côtés de l'État génocidaire rwandais. Et voilà. Et donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que donc la France, deuxième exportateur d'armes au monde, se sert aussi de ces grandes entreprises de vente d'armes comme Thales, Safran, Dassault. On est très fiers de notre savoir-faire qu'on exporte à l'international, mais ce savoir-faire-là, il repose sur le fait de donner la mort. Et d'ailleurs, le fait de donner la mort, c'est un argument de vente. Donc, on va créer des débouchés, donc on va créer des situations dans lesquelles on va pouvoir utiliser nos technologies de guerre. C'est à ce titre, en fait, qu'en 2014, on a déclenché aussi la guerre au Sahel, qui a duré pendant 10 ans. D'ailleurs, c'est la plus grosse intervention militaire française depuis la guerre d'Algérie. Et je sais pas vous, mais moi, j'en entends pas beaucoup parler. Il n'y a jamais eu de bilan réel qui a été fait. Pour les ingérences militaires américaines et au Moyen-Orient, il y a eu des comptes rendus parlementaires, des enquêtes parlementaires. En France, c'est tellement tabou. Il y a aussi une omerta sur l'action de l'armée à l'étranger. Et comme tu le disais, sur les politiques qui sont menées en notre nom en dehors du territoire, que c'est vraiment un tabou qu'on a du mal à percer. Donc en fait, quand on a déclenché la guerre au Sahel en 2014, on avait du mal à vendre nos Rafales, et du coup le fait de pouvoir les mettre en scène sur le terrain, c'est devenu un argument de vente. Et du coup, quand vous allez dans les salons d'armement, comme par exemple le salon international du Bourget, il y a une étiquette qui est apposée sur les armes qui s'intitule « Éprouvé au combat ». Donc voilà, c'est à ce titre-là aussi que la France maintient une influence. C'est grâce aussi à nos partenariats, à nos accords de coopération en matière de militaire et de maintien de l'ordre aussi, parce que la France va former les armées et les polices de régimes dictatoriaux. Donc par exemple, en ce moment, il y a une grosse mobilisation au Togo. Là, c'est la France qui a formé l'armée qui va réprimer dans le sang les Togolais. Je sais pas si vous avez vu aussi, en ce moment, il y a une grosse mobilisation à Madagascar. Le président malgache a été exfiltré par un avion militaire français. Donc c'est une tradition aussi qu'on a d'aider nos amis dictateurs à travers la coopération sécuritaire et policière. Donc voilà, et c'est ça aussi qui nous permet donc de maintenir une certaine influence dans les instances multilatérales, donc à l'ONU, etc. Donc voilà, donc la France c'est vraiment une championne de la répression, de la mise à mort au final des populations des pays dits du Sud. Et c'est à ce titre-là en fait que il faut qu'on prenne position depuis la France pour dénoncer ça, pour le documenter, parce que donc depuis 2014, la France a ratifié le traité sur le commerce des armes. Ce traité indique que on ne peut pas vendre des armes si elles sont utilisées contre des civils. Mais on va vendre des armes au Cameroun, on va vendre des armes au Togo, on va vendre des armes à l'Égypte et en toute opacité. C'est-à-dire qu'il y a un rapport parlementaire tous les ans qui est rendu sur les ventes d'armes françaises. Il n'y a pas du tout le détail du type d'armes qu'on vend et il n'y a pas du tout le détail non plus des armes dites non létales qu'on va donc donner aux armées et aux polices de ces régimes violents. Donc, pour la faire courte, les LBD qui ont éborgné les gilets jaunes en 2020, ça fait des années que nous on les vend pour qu'ils aillent blesser et éborgner les petits Africains et au Moyen-Orient aussi. Donc voilà, c'est replacer en fait la complicité actuelle de la France dans le génocide à Gaza dans une tradition beaucoup plus ancienne de complicité des pires violations des droits humains.
Et je pense à ce titre-là on peut dire en fait que le public français est un peu enfermé dans une lecture alternative de l'histoire aussi, parce que on est bercé avec cette idée que la France c'est le pays des droits de l'homme, qui va donc défendre les valeurs de la démocratie. On mélange aussi souvent nos interventions militaires à l'extérieur avec des interventions dites humanitaires, alors que on voit bien que c'est aussi pour défendre d'autres agendas et d'autres intérêts, quoi. Donc voilà, peut-être que je développerai plus tard le fait que l'association Survie a rejoint une coalition qui s'appelle Guerre à la guerre, et voilà, et que on essaie de trouver des prises concrètes justement pour enrayer la machine de guerre et enrayer en fait ces mécanismes-là de complicité de la France dans le génocide en cours à Gaza. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Maintenant, je voudrais qu'on fasse énormément de bruit pour Mustapha, Mohamed et Nolan qui viennent juste d'arriver et qui étaient tous les trois sur les flottilles. Qui viennent juste du coup de rentrer là il y a quelques jours de la flottille Thousand Madlins. Donc j'expliquais tout à l'heure les flottilles de la liberté. La flottille Thousand Madlins, donc c'est une flottille de 8 bateaux et d'une 50aine de passagers qui a embarqué pour tenter de briser le blocus à Gaza. Mais du coup, comme je disais, la Thousand Madlins, c'est une flottille de 8 bateaux et d'une 50aine de passagers, si je me trompe pas. Donc, vous avez été arrêtés et kidnappés il y a quelques jours par l'armée israélienne à 220 km de la côte de Gaza. Mustapha, tu es soignant et syndiqué CGT à l'hôpital Avicenne de Bobigny et tu as décidé de t'engager sur la flottille pour dénoncer le génocide. Et en rentrant en France, tu as dénoncé un traitement brutal, des violences physiques et y compris des méthodes de torture psychologique utilisées sur vous par Israël. Est-ce que toi et aussi Mohamed et Nolan, vous pouvez expliquer, vous pouvez nous raconter pourquoi est-ce que vous êtes engagé sur cette flottille, pourquoi est-ce que toi aussi en tant que soignant c'était important de t'engager, comment est-ce que Israël vous a traité et aussi est-ce que vous pouvez nous dire si cette répression elle a entamé votre détermination? Je me suis engagé parce que je suis soignant. Je suis soignant, donc voilà pourquoi je me suis engagé. Je milite depuis plusieurs années aux côtés d'Euro-Palestine et pour moi, il fallait viser plus que des manifestations, il fallait tenter d'aller briser ce blocus, essayer d'ouvrir un corridor humanitaire. Là, ça fait plus de 2 ans que la population de Gaza subit un génocide. On est impuissant face à tout ça, donc on essaie vraiment de faire le maximum pour pouvoir leur venir en aide. L'armée israélienne a été dure avec nous, oui. Dur avec nous au niveau psychologique surtout. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu éviter les violences physiques, mais certains camarades n'ont pas eu cette chance-là. On a passé vraiment de mauvais moments là-bas. Et c'est rien par rapport à ce que subissent nos frères et sœurs en Palestine. Vraiment rien. Il y a eu vraiment... j'ai vraiment pas de mal à m'exprimer. Les mots vont me revenir, mais... Oui, alors on a eu en violence psychologique, on a eu des nuits sans répit. Pratiquement toutes les heures, ils venaient dans nos cellules à nous demander de se lever, à nous éblouir avec leur lumière, à parler fort dans les micros. On entendait des sons mitraillettes enregistrés, ça criait, ça nous insultait. Ils ont tenté de nous rendre malades dans leur carcéral avec du chaud-froid, chaud-froid. Donc on était dans des petites cellules de 2, j'étais avec mon camarade Mohamed, on était tous les deux dans une toute petite cellule, les yeux bandés, les mains attachées. Les mains, pour certains comme Mohamed, c'était vraiment très serré au niveau des poignets. On a un des camarades qui avait la main bleue, je la touchais de temps en temps pour voir si elle devenait froide. Et de là, on nous a changé, on nous a remis dans le même car, mais un peu installé comme des rangs, comme une salle de classe. Et de là, ils nous ont allumé la clim à fond. En moins d'une trentaine de secondes, on était déjà tous congelés. Le car, il est resté plus d'1 heure sur place, comme ça, avec la clim froide. Et puis après, on a eu 3 heures de route avec la clim à fond. Ça a été plusieurs fois où est-ce qu'on nous faisait monter dans des cars, par exemple, pour aller voir les avocats. On pensait qu'on allait quitter la prison, mais les avocats étaient dans la prison. On nous fait monter dans un car pour même pas faire 50 mètres en car. Mais c'était plutôt pour nous faire subir la chaleur dans le car. On était enfermés, on était très nombreux dans ces cars-là.
des camarades, comme un camarade qui s'appelle Antoine, lui, dès le premier jour, ils l'ont mis à l'isolement, attaché aux mains et aux poignets avec une chaîne, les yeux bandés, il le frappait. Il n'arrêtait pas d'hurler, mais à chaque fois, il le frappait, on ne savait pas pourquoi. Mais hier, Antoine nous expliquait qu'il n'a absolument rien fait. On a une camarade israélienne qui s'est fait aussi massacrer. Elle a été frappée au visage, elle a été frappée partout. On a la doyenne qui était âgée de 83 ans, qui s'appelle Isaline, petite fille de Daniel Casanova. Ils lui ont fait croire qu'ils l'emmenaient à l'hôpital. Elle nous a dit qu'ils l'ont emmenée dans un endroit qui ne ressemblait pas à un hôpital. Ils lui ont collé des patchs sur elle, mais on ne sait toujours pas ce que sont ces patchs. Et après ça, ils l'ont roué de coups dans le véhicule. Ils lui demandaient d'ouvrir les yeux pour voir tout ce qui se passait, voir les coups venir vers elle. On a eu 2 députés qui étaient présentes aussi, qui se sont fait frapper jusqu'au moment qu'ils apprennent qu'elles soient députées. Ça a été la nourriture. On n'avait que des tranches de pain de mie avec de la confiture ou des tranches de pain de mie avec rondelles de tomates et un peu de fromage. C'est jusqu'au jour où est-ce que les représentants consulaires sont venus, et c'est que là où est-ce que tout le monde a eu un vrai repas. Personnellement, j'étais en grève de la faim, je prenais ma part pour la donner à ceux qui mangeaient. On avait un camarade aussi, Mohamed Ali, qui était diabétique. Il n'a jamais eu son traitement. J'ai demandé à 7 reprises aussi pour voir un médecin parce que j'avais des migraines. Je n'ai jamais reçu le moindre médicament, je n'ai même pas vu de médecin. On a subi des insultes en hébreu, des insultes en arabe que je comprenais. Des toilettes sans papier toilette, avec un robinet qui est à environ 3 mètres des toilettes, donc impossible d'amener l'eau jusqu'aux toilettes si on voulait se nettoyer. Ça a été un manque d'hygiène du coup dans les toilettes, et on devait boire l'eau qui venait des toilettes aussi. Plein de choses comme ça. On avait un écran dans le couloir qui nous montrait des images du 7 octobre avec leur propagande. Plein de choses comme ça. On nous mettait dans des cellules dehors à une exposition avec le soleil, et c'était juste avant de voir les avocats. Et on a été entassés environ à 40 dans cette petite cellule le temps d'aller voir les avocats. Les avocats, on n'a pas pu... C'est une cage. Et les avocats, on n'a pas pu les voir plus de 2 minutes. Moi, personnellement, on nous a pris par 4. On a à peine le temps de dire bonjour à l'avocat, de dire qu'on était en grève de la faim, qu'ils sont revenus nous chercher en nous disant c'est terminé. Des sourires, des moqueries. En arrivant sur le port d'Ashdod, ça a été horrible. On a été tous pris par 2 agents de chaque côté. On nous a limite luxé les épaules, on avait les bras comme ça, la tête baissée vers le sol. On avançait limite accroupi pour rentrer dans le port. On a subi plusieurs étapes comme ça dans le port qui a été totalement aménagé pour nous. Et donc ça a été scanner des affaires, puis fouille corporelle, puis après il y a une autre table où est-ce qu'on vidait tous nos sacs et ils s'amusaient à jeter ce qu'ils voulaient à la poubelle. Nos médicaments, ils les ont mis dans des sacs avec le logo radioactif, à croire qu'on était des pestiférés. Après, passer pour se faire photographier, passer à une table pour scanner son passeport, passer à une table où est-ce que là, on nous a posé des documents qu'on a voulu nous faire signer. Personnellement, j'aurais dit que je ne signerais pas parce que tout était écrit en hébreu. On me les a ramenés en anglais, je leur ai dit pareil, je ne signerais pas jusqu'à ce qu'on me les ait amenés en français. Ça a été des moqueries. L'agent me disait, mais vous auriez pu venir en Israël d'une autre façon, des choses comme ça. Quand j'ai donné le nom de mon avocat, il m'a demandé le numéro, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Il s'est mis à rigoler en me disant comment veux-tu qu'on appelle ton avocat si on n'a pas le numéro? Je lui ai dit mais ça c'est votre travail. Puis on me disait que je suis entré illégalement en Israël. J'aurais dit non, j'ai été kidnappé en nom international, j'ai jamais voulu venir chez vous, j'ai jamais voulu entrer en Israël. Puis une autre table où est-ce qu'on m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et là la dame elle a tamponné un papier en me disant welcome to jail, welcome to Israel, des choses comme ça. On a découpé tout ce qui était assez élastique à nos poignets ou à nos chevilles, puis on a eu un serflex serré autour des poignets, le bandeau mis aux yeux, et de là on est rentré dans ce fameux carcéral où on a subi le chaud-froid. Ça a été plein de choses comme ça, je ne retrouve pas les mots, je vais laisser un peu parler mes collègues s'ils ont d'autres choses à dire. Mais ça a été vraiment horrible, et horrible encore pour mes camarades qui sont restés après moi, et comme je vous ai dit, c'est rien du tout par rapport à ce que les Palestiniens subissent. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohamed. Moi, je suis belge de Bruxelles et j'ai participé à la Thousand Madeleines en tant que responsable de la délégation belge, justement. Alors moi, les raisons pour lesquelles j'ai accepté ce rôle de responsable, c'est parce qu'à Bruxelles, je suis très actif en tant que bénévole, notamment pour l'association d'un ami à moi qui s'appelle Insania,
et qui avait pour projet de fabriquer une ferme dans le quartier de Khan Younous pour alimenter la population locale. Et cette ferme a été construite, elle fonctionnait bien d'ailleurs. Les gens pouvaient s'alimenter en produits laitiers, en viande, etc. Jusqu'au 7 octobre 2023, lorsque le génocide a commencé le 8 octobre. Quelques semaines après, Israël a ciblé cette ferme en bombardant donc cette ferme, en la détruisant totalement et en tuant également nos vaches et nos moutons et tout ce qu'on avait là-bas. Au même moment, on était déjà en train de récolter des dons pour construire une seconde ferme là-bas. Mais bon, jusqu'à présent, on a les dons, mais on ne peut rien faire parce que la situation est chaotique pour l'instant. Et donc, c'est ce qui m'a poussé, moi, en tant que bénévole, déjà actif, entre guillemets, sur le terrain, mais depuis chez nous à Bruxelles. J'ai accepté d'être responsable de la délégation de Thousand Madeleines en Belgique. Et puis, je me suis dit, je monterai à bord avec d'autres camarades belges. Et ensuite, l'aventure a commencé. Enfin, l'aventure, c'est plutôt... il y a beaucoup de mauvais souvenirs. C'est pas une aventure que... Voilà. Mais comme a dit Mustapha, les problèmes ont commencé plutôt quand on est arrivé au port d'Ashdod. Parce que l'interception par l'armée israélienne en mer, elle s'est faite, en tout cas de mon point de vue, et je pense peut-être du tien aussi, par des soldats qui savaient ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il y avait un certain professionnalisme dans leur façon d'agir avec nous. D'ailleurs, ils ne nous ont pas maltraités. Mais on était avertis de cette potentielle situation lors de la formation qu'on a faite avant de monter à bord par un amiral français d'ailleurs qui nous avait dit attention aussi à ça. Attention aussi à ça parce que vous risquez de tomber de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm et donc de croire que vous pouvez leur faire confiance et donc voilà, c'est pour ça que je trouvais qu'ils avaient été entre guillemets sympas avec nous au moment de l'interception, mais une fois arrivé au port d'Ashdod, là on est tombé sur des personnes qui complètement débiles, complètement stupides, qui avaient enfin j'avais l'impression que voilà. Ah non, moi personnellement, j'ai eu donc l'officier qui m'a accompagné durant toutes les étapes à la douane au port. Je suis tombé sur quelqu'un qui, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais à titre personnel, je ne le lui pardonnerai jamais parce qu'il m'a réellement traîné comme un chien tout du long du processus. Il m'arrachait le t-shirt, il me faisait avancer, il me criait move, move, il me disait que Dieu maudisse ton père, il m'insultait aussi des insultes en hébreu proches de l'arabe que je pouvais comprendre. Ensuite, il y avait énormément de moqueries aussi. J'ai subi énormément de moqueries, notamment sur mon apparence physique. Je suis roux, je suis un peu, voilà, j'ai une corpulence assez imposante et donc forcément les moqueries, ça s'arrêtait pas. Mais au bout d'un moment, je passais outre. Et puis à chaque fois que j'arrivais devant des policiers durant les étapes, ça me regardait, ça me criait Hamas, Hamas. Encore une fois, je les trouvais ridicules, mais j'essayais de passer outre. Et puis comme a dit Mustapha, oui, quand on est arrivé, juste avant de monter dans la fourgonnette pour nous transférer à la prison de Katsiot, ils m'ont attaché les mains, ils m'ont bandé les yeux, comme à tout le monde. Mais le caleçon, je leur avais dit, ça me serre un peu, parce que j'avais un peu mal. Je me suis dit, ouais, je pourrais supporter. Et donc peut-être que voilà. Quand je leur ai dit ça, au lieu de desserrer ou de mettre un autre caleçon, ils l'ont encore plus serré. Et je me suis retrouvé tout du long dans le camion. Je regardais Mustapha, je lui disais, frère, j'ai mal, il faut que je trouve une solution, il faut que j'en pouvais plus. Et encore aujourd'hui, quand je touche mes poignets, j'ai encore des douleurs. Et puis après ça, on est arrivé donc à la prison. Et moi, à la prison, quand on est arrivé, on nous a d'abord foutus dans des cages. Comme aux zoos, des vraies cages comme aux zoos. On était assis par terre, les yeux bandés, certains sur les genoux, et on n'avait pas forcément le droit de rouspéter ou de dire qu'on a mal ou quoi que ce soit, parce que voilà, on se faisait insulter directement. Mais de toute façon, on était tellement serrés dedans qu'on avait du mal à bouger. Après ça, on a dû s'habiller. Et encore une fois, quand on a dû s'habiller, moi je suis rentré c'était une zone un peu cachée derrière des bâches où tu rentres et tu arrives devant un soldat qui est armé jusqu'aux dents. Il y avait un chien aussi derrière à cet endroit-là. Et là, il te retire tous tes vêtements, il te met à nu complet pour vérifier si on ne cache rien dans nos parties. Et puis, il m'a donné des vêtements et je lui ai dit, écoute,
enfin, je sais que j'ai vu les vêtements quand Mustapha était sorti. Je lui ai dit, bah, le pantalon que Mustapha avait, c'était un pantalon extra large. Il me faudrait celui-là. Il m'a dit, ok. Il m'a ramené un pantalon taille L. Je lui ai dit, mais ça ne va jamais rentrer. Et du coup, il a commencé à se moquer de moi par rapport à ça. Et puis, bah, il m'a dit, bah, tu sais quoi, remets ton pantalon que tu avais déjà. C'est des petits souvenirs comme ça qui me reviennent en tête parce que c'est des moments où je me dis, enfin voilà, c'est de l'humiliation gratuite et enfin je veux dire, bon bref, c'est un peu leur façon d'être. Comme il l'a dit, ils jouent énormément sur l'aspect psychologique, ils essayent de te pousser à bout, que ce soit par les humiliations, mais aussi par voilà quand ils disaient qu'ils mettaient la clim à fond alors qu'il faisait 40 degrés juste avant. Il faut savoir que quand on était dans la fourgonnette, tous nos t-shirts étaient trempés. Ça veut dire qu'après, on a passé 3 heures dans un froid glacial. On entendait des éternuements, des gens qui tombaient malades directement. Et ça fait partie en fait de tout ce qu'ils font pour vous pousser à bout, pour que vous craquiez, pour que je sais pas ce qu'ils attendent précisément, mais c'est vraiment il y a des gens qui auraient pu craquer facilement. Mais heureusement, on avait un groupe solidaire, en tout cas chez nous, du côté des hommes et du côté des femmes aussi, parce qu'elles nous ont raconté. Après, voilà, je sais plus, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête là, actuellement. Je sais pas ce que je pourrais rajouter. Je vais laisser Nolan. Exactement. Et donc, bon, voilà. Il y aura encore plein d'anecdotes que je pourrais raconter, mais qui ne me viennent pas forcément à l'esprit. Mais en tout cas, nous, quand on est revenu, certes, il y aura peut-être, enfin moi en tout cas, je le ressens, il y a quelques sensations, on va dire, post-traumatiques, mais on a quand même cette détermination de reprendre le travail. Et d'ailleurs, on est déjà en train de travailler et on prépare la seconde vague pour laquelle on enverra beaucoup plus de bateaux, 10 fois plus que ce qu'on a envoyé actuellement. On prévoit d'organiser la plus grande flottille vers Gaza de toute l'histoire. Et bien entendu, ça va nous demander énormément de travail et on n'a pas forcément énormément de temps, mais au vu de ce que j'ai vu, de ce qu'on a pu faire durant tout cet été, je sais qu'on en est parfaitement capable, surtout qu'on a vu le soutien de la population, de toutes ces personnes, vous notamment ici présents, tous ces gens qui se mobilisent tous les jours et qui sont déterminés à nous aider et à faire en sorte qu'on puisse briser ce blocus une bonne fois pour toutes. Déjà, ça nous fait chaud au cœur et puis ça nous rassure aussi parce qu'on sait qu'on va être capable de le faire du coup. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Free Palestine. Du coup, comme je viens de vous le dire, il y a le deuxième pack qui se prépare. N'hésitez pas à aller sur le site de Thousand Mad in France, où il y a la cagnotte qui est disponible pour pouvoir participer à la levée des fonds. On a besoin d'énormément de fonds pour pouvoir mener à bien cette mission. Vous pouvez aussi rejoindre nos groupes locaux partout en France. Il y a des groupes locaux qui sont en train de se créer et qui sont même déjà sur place, créés. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces groupes locaux, que vous soyez dans le domaine de la santé, que vous soyez dans le journalisme, que vous soyez même des citoyens. On a besoin de tout le monde. Alors n'hésitez pas à rejoindre la flottille, postuler. Et on espère vraiment qu'on va obtenir cet objectif d'un certain nombre de bateaux qui va nous donner la force d'aller briser ce blocus. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, interpellez vos dirigeants, vos élus, vos maires dans les mairies, et Free Palestine. Une dernière chose, s'il vous plaît. On a observé que toutes les caméras étaient réglées sur les flottilles, que ce soit de la Sumo ou de Thousand Madeleine, mais ne détournez jamais le regard sur Gaza. Merci beaucoup. Franchement, c'est des témoignages qui nous donnent énormément de force. Et je pense que depuis la France, on vous a vraiment tous regardé. On a suivi le voyage. On a suivi aussi la répression, l'arrestation. On s'est mobilisé pour que vous soyez libérés. Et je pense que même si c'est des flottilles qui sont symboliques, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont joué un rôle mais central pour relancer le mouvement de solidarité avec la Palestine en réalité. Et qu'en Italie, en fait, c'est à la suite de l'arrestation de la flottille que derrière, en fait, le mouvement ouvrier, la classe ouvrière, la jeunesse, etc., se sont mis en marche pour dire non au génocide. Et c'est grâce au courage des dizaines et dizaines de personnes comme vous qui ont eu le courage d'embarquer sur les flottilles tout en sachant en plus ce que ça impliquait, tout en connaissant les risques, etc. Donc vraiment, on vous remerciera jamais assez. Et je rejoins l'appel de Mustapha à s'engager pour la Palestine.
Il va y avoir la pause des cours bientôt, donc il risque d'y avoir un peu de bruit. On va inviter tous les étudiants à venir rejoindre la table ronde quand ils vont sortir de cours. Mais je propose qu'on continue la discussion, y compris après, si on a du temps, on pourra ouvrir les questions à la salle si vous voulez poser des questions à cette belle tribune. Maintenant, je voulais laisser la parole à Sacha Yaropolskaya, qui est donc Sacha, toi, tu es une militante exilée de Russie. Tu es membre de Révolution Permanente et du collectif féministe du Pain et des Roses. Depuis le début du génocide, tu as dénoncé le pinkwashing de l'État d'Israël et l'instrumentalisation des droits des femmes et des droits LGBT pour justifier les massacres commis contre le peuple palestinien. Et tu défends non seulement la fin du génocide, mais aussi la fin de la colonisation et la libération totale de la Palestine. Est-ce que tu peux revenir aujourd'hui sur l'analyse que tu fais de la situation sur le plan Trump, mais aussi sur les conséquences du génocide et sur les perspectives que tu vois aujourd'hui à la fois pour le peuple palestinien, mais aussi pour la mobilisation en France? Oui, bonjour à tous et à toutes. Déjà, c'est une énorme fierté d'être à côté des camarades qui ont participé aux flottilles et qui ont traversé la mer Méditerranée en solidarité avec le peuple palestinien. Je rejoins ce que disait Irène. Je pense que ça a envoyé un message de force, d'espoir, de détermination énorme. Et je pense que même vos témoignages, je pense que tout le monde dans cette salle avait un peu des frissons en vous écoutant parce que on voit à quoi est prêt l'État pour écraser la détermination des militants qui s'opposent au génocide, qui s'opposent à la colonisation, et à quel point ils voulaient vous littéralement écraser votre foi, votre détermination, et faire en sorte que vous renoncez, et vous ne l'avez pas fait. Et je pense que c'est quelque chose de incroyable, et ça me donne aussi beaucoup d'espoir. Il annonce qu'il y aura de nouvelles flottilles et que ça va continuer. Moi, je pense qu'on est dans une séquence actuellement, pour revenir à ta question, Irène, je pense qu'on est dans une séquence extrêmement importante pour le mouvement pour la Palestine, parce que si on écoute les médias, on dirait que actuellement il y a un plan de paix de Trump et du coup c'est fini, on peut détourner le regard de la Palestine, la situation est terminée, etc. Et je pense qu'en ce moment même, on voit que dans l'État espagnol, un État voisin, il y a une grève générale qui a été appelée par la CGT, qui n'a pas de lien avec la CGT française, mais qui du coup a appelé à une grève et à une mobilisation. Il y a plus de 220 villes, communes, etc., où il y a des points de mobilisation qui sont recensés. Il y a une grève importante, notamment aussi au Pays Basque. Et vous voyez que je pense que si les choses étaient terminées, si le plan de paix, soi-disant, il mettait fin à la colonisation, à l'oppression du peuple palestinien, il n'y aurait pas vraiment, véritablement de raison qu'il y ait des grèves à l'échelle nationale qui se déclenchent. Et je pense qu'on est tous ici à comprendre qu'en réalité, ce qui se joue actuellement avec le plan de Trump pour Gaza, c'est véritablement un plan de partage de niveau colonial de Gaza, avec l'idée aussi qui est centrale dans le plan que Gaza sera administré par un comité international qui est présidé par Tony Blair, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni qui a participé à la guerre d'Irak, qui a laissé plus d'1 million de morts en Irak, qui a participé aussi aux crimes de guerre à Kosovo, etc., etc. Et donc là, de nouveau, un comité international composé de Trump lui-même, de Tony Blair, c'est lui qui va gouverner Gaza, quoi. C'est les forces politiques palestiniennes qui sont censées être expulsées du territoire. Et donc vous voyez que c'est en réalité une nouvelle phase d'oppression du peuple palestinien. Évidemment, on est soulagé d'entendre qu'il y a même un répit temporaire des bombardements, même s'ils continuent, mais genre qu'il y a un recul même temporaire et partiel de ce génocide, de cette extermination du peuple palestinien, mais ça ne signifie pas que les choses sont terminées. Et au contraire, à mon avis, après qu'on a vu au mois de septembre et au début du mois d'octobre, à l'échelle internationale, des mobilisations très très importantes en Italie, au Royaume-Uni, aujourd'hui dans l'État espagnol, on voit qu'on a beaucoup de choses à faire encore en France. Moi, j'étais d'accord avec Olivier Zemmour qu'on est un peu les derniers de la classe et que ce qu'on a vu même en termes du mouvement pour la Palestine n'a rien à voir
avec ce qu'on a pu voir ce septembre, ne serait-ce qu'en Italie, où il y avait une grève nationale, même 2 journées de grève nationale, le 22 septembre et le 2 octobre. Et en fait, il faut étudier ce qui s'est passé concrètement là-bas, parce que c'est un des seuls cas dans l'Europe où en fait il y a une grève pour la Palestine qui est appelée par les syndicats, et tout est parti du syndicat dans le port de Gênes qui s'appelle le CALP. C'est un syndicat de travailleurs portuaires et qui ont appelé à une grève pour la libération de la Palestine, qui ont aussi ensuite forcé le syndicat USB à participer, ce qui a provoqué au final énormément de pression pour que le gros syndicat CGIL participe aussi à la mobilisation le 2 octobre. Et au final, on a vu le 22 septembre et le 2 octobre, non seulement les travailleurs de port, mais aussi les travailleurs de logistique, les travailleurs de transport, les étudiants, les lycéens, les soignants, etc., participer à une grosse mobilisation, grosse grève, avec des nombreuses villes où le nombre de manifestants a dépassé 100 000 personnes, 200 000 personnes. Et ça a provoqué pour la première fois des reculs de la part du gouvernement de Meloni, qui a été aussi un soutien conditionnel du génocide depuis le début, où en fait Meloni a été forcée à révoquer des licences de munitions d'artillerie à Israël. Donc c'est une victoire très partielle, il faut aller évidemment beaucoup plus loin, mais ça montre que le rapport de force que peut mettre le mouvement ouvrier, le mouvement étudiant, quand ils frappent ensemble et quand ils appellent à une grande mobilisation, à une grève pour la Palestine, avec un contenu aussi anti-impérialiste, aussi qui articule la question de lutte pour la Palestine, avec aussi des questions sociales qui se posent à l'austérité, qui se posent à la militarisation. Ça a un potentiel de locomotive et de moteur de mobilisation extrêmement important. Et donc on voit aussi que maintenant ça inspire, y compris le mouvement ouvrier dans d'autres pays, parce que du coup la grève d'aujourd'hui de l'État espagnol, elle est directement inspirée à la fois dans ses mots d'ordre, dans sa méthode, elle est directement inspirée de ce qui s'est passé en Italie. Et donc je pense que si nous, en France, on est un peu les derniers de la classe, moi je vois qu'il y a une responsabilité centrale dans ça des directions syndicales françaises, à commencer par la Confédération de la CGT, à commencer par les positions de ce cabinet, à commencer par l'intersyndicale, qui défendent en réalité, politiquement, programmatiquement, ils défendent une solution à 2 États. La perspective qu'ils donnent, ce n'est pas des grèves pour la Palestine, la perspective qu'ils donnent, c'est manifester un dimanche en soutien à la reconnaissance de la Palestine, en soutien à la solution de 2 États. Et donc je pense qu'on voit la responsabilité prépondérante qu'elle porte dans le fait que le mouvement ouvrier, depuis les 2 ans du génocide, il n'a pas entré véritablement dans la mobilisation, à part évidemment des travailleurs à la base extrêmement courageux, des syndicalistes, y compris comme Jean-Paul Delesco, comme Anas Kazib, y compris comme des camarades qui sont prisonniers ici, qui ont participé à des équipages de la flottille, mais il n'y a pas eu d'entrée du mouvement ouvrier avec ses méthodes, avec sa capacité de paralyser l'économie. Et nous, on le voit, et c'est pas que Révolution Permanente qui rappelle ça, c'est aussi des organisations comme Stop Arming Israël, qui rappellent à quel point les travailleurs de la logistique, les travailleurs de l'armement, des entreprises comme Thales auraient un rôle à jouer pour stopper la machine de guerre par la grève et en se mobilisant sur leur entreprise, notamment Stop Arming Israël, depuis le début du génocide. Ils ont organisé de nombreux tractages à l'égard de travailleurs de Thales et ont y compris poussé la CGT Thales à publier un communiqué qui critiquait le soutien de cette entreprise au génocide à Gaza, etc. Donc on voit, je pense qu'en tout cas on voit tous que ce qui se passe en Italie, ce qui se passe actuellement, même aujourd'hui, en ce moment même, pendant qu'on parle dans l'État espagnol, ça nous montre un peu la direction et la voie générale, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à exprimer au sein du mouvement palestinien, qu'on doit commencer à faire véritablement pression sur les directions syndicales et exprimer de plus en plus une critique dure de leur position qui en réalité s'adapte aux positions de l'impérialisme français. Et je pense que on est tous ici à voir que la solution à 2 États, c'est une impasse politique totale, que c'est une perspective qui défend une petite Palestine à côté de grand Israël qui va pouvoir poursuivre son annexion, sa colonisation, ses offensives contre la Palestine, etc. Et donc nous, ce pourquoi on se bat, ce n'est pas une solution à 2 États, mais c'est évidemment une Palestine libre, ouvrière, socialiste, dans laquelle toutes les populations de la région pourraient vivre en paix. Et donc on voit aussi que ce qui se passe actuellement, je finis sur ça, le sommet qui a lieu actuellement en ce moment même en Égypte,
tous les participants de ce sommet sur le plan de Trump pour Gaza sont des complices du génocide. Moi, je voudrais le dire vraiment haut et fort. La délégation française, la délégation du Royaume-Uni avec Starmer, Pedro Sanchez qui est allé depuis l'État espagnol, les participants des États arabes, de l'Égypte, ICC, les participants de l'Arabie Saoudite, etc. Tous ces chefs d'État sont des complices du génocide. Ils participent tous et toutes à l'oppression de la Palestine. Et donc, on voit que actuellement, ce qui est en train de se jouer, c'est une nouvelle phase d'oppression du peuple palestinien, qu'on ne peut pas faire confiance ni à ces chefs d'État, ni à leur symbole de reconnaissance de la Palestine, ni aux bourgeoisies arabes qui ont joué un rôle clé. On l'a vu même quand il y avait la Global March for Gaza, comment ICC a réprimé à Caire et à l'intérieur de l'Égypte ce mouvement et l'a empêché d'atteindre Rafah. Donc on voit qu'on ne peut pas faire confiance aux dirigeants, on ne peut pas faire confiance non plus au droit international qui a été complètement impuissant depuis le début du génocide pour mettre fin à la colonisation, à l'oppression du peuple palestinien. La seule chose sur laquelle on peut compter, c'est la mobilisation de masse, c'est les méthodes de la jeunesse, du mouvement ouvrier, c'est faire comme en Italie en fait. Ils disent, voilà, vous pouvez même voir derrière la banderole qui dit s'ils bloquent la flottille, on bloque tout, c'est inspiré directement de Blochiamo Tutto que scandent les étudiants et les travailleurs en Italie. Et donc je pense que c'est ça la perspective qu'on doit défendre pour le mouvement pour la Palestine. Moi, je pense que ce qui est intéressant avec la flottille, c'est un peu le crescendo et l'escalade qu'on a pu voir au fil des années et que maintenant, on est parti d'une seule flottille à des flottilles avec des centaines de participants. Il y a un aspect où on essaie de monter un rapport de force contre l'État génocidaire d'Israël, contre le colonialisme et l'impérialisme. Donc moi, je partage qu'il faut continuer à amplifier le rapport de force. Et pour moi, il y a une articulation à faire entre l'action des flottilles, entre la mobilisation des mouvements ouvriers dans toute l'Europe pour faire en sorte de terminer les livraisons d'armes, la complicité de nos États avec le génocide et avec l'État d'Israël. Et donc, je pense que c'est cette double dynamique qui pourrait faire en sorte qu'on puisse véritablement obtenir la libération de la Palestine et non cet état de fait colonial que nous avons actuellement. Sarah, toi tu es donc militante à l'UJFP, toi aussi, comme Olivia et comme beaucoup autour de cette table, tu as vécu la répression du gouvernement français et d'Israël. Tu as notamment été arrêtée et placée en garde à vue en avril dernier pour avoir co-organisé à Bastille un village de solidarité avec Gaza. Et en 2018, toi aussi, tu as embarqué à bord de la flottille de la Liberté qui faisait route pour Gaza et qui transportait des médicaments pour la population palestinienne. Tu as été arrêté et enfermé pendant 4 jours dans une prison israélienne et depuis ta cellule, tu as porté plainte pour arraisonnement illégal du bateau et kidnapping, mais les juges, ils ont refusé de traiter ta plainte et toi et les autres passagers, vous avez été placés au centre de rétention de l'aéroport Ben Gurion avant d'être expulsés. Depuis le début du génocide, tu te bats avec acharnement pour la fin des massacres et tu as aussi vécu 2 ans à Gaza où tu as soutenu la résistance des paysans et des pêcheurs palestiniens face à l'occupation israélienne et face à la tentative d'Israël de détruire la culture et le mode de vie palestinien. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience à Gaza, ton engagement contre la colonisation et pour la défense de la culture palestinienne, et est-ce que tu peux aussi revenir sur les tentatives d'intimidation et de répression que tu subis? Bonjour à tous, merci de me donner la parole et bravo pour cette organisation. Et vous savez, c'est une vraie émotion de parler devant des étudiants parce qu'en dernière instance, le monde qu'on voulait, on n'en est pas fier et maintenant il est dans vos mains. Alors je vais parler effectivement de ma classe, mais avant je voudrais dire 2-3 petites choses. Donc nous sommes des juifs antisionistes. Nous sommes antisionistes pas malgré que nous soyons juifs, mais parce que nous soyons juifs. Nous sommes juifs. La préemption sous un nom d'ailleurs complètement imaginé de peuple juif, la préemption de l'histoire juive par un État raciste, fasciste, un État d'apartheid, c'est pour nous absolument inadmissible. Il faut bien voir que l'un des derniers, je dirais, cache-sexe d'Israël pour essayer de se présenter sous un jour acceptable, c'est de dire, après tout ce que nous avons vécu. Alors, je voudrais vous le dire avec beaucoup de force. Les dirigeants d'Israël n'ont rien à voir avec l'histoire de la judéité dans le monde.
Ils n'ont rien à voir avec ça. L'invention du sionisme au début du XXe siècle est en contradiction frontale, absolue, avec notre histoire longue, avec notre idéologie, avec ce que nous avons vécu au long des millénaires. La judéité n'a jamais été territoriale. Et elle n'a jamais accepté que l'on puisse penser que des Juifs aient plus de droits que les autres sur un morceau de la terre. C'est complètement contradictoire avec tout ce que nous avons été, c'est-à-dire toute notre histoire de minorité très malmenée par endroits au cours des derniers millénaires. Alors quand je dis très malmenée par endroits, il faut se rappeler une chose. L'antisémitisme, les pogroms, le fait d'en arriver jusqu'à l'extermination, c'est une histoire européenne. C'est l'Europe qui a inventé l'antisémitisme. Le reste du monde n'y est absolument pour rien. Et alors, parce que le tour de passe-passe qui consiste à dire il y a eu de l'antisémitisme, donc on a le droit de s'installer ici, en Palestine. C'est-à-dire qu'on fait payer les Palestiniens pour un crime qui est européen. Il faut absolument refuser cette invention, il faut absolument se battre contre ça. Il ne faut pas que vous ayez peur de cet épouvantail de l'antisémitisme. La décision de créer l'État d'Israël, elle s'enracine en fait dès le début du XXe siècle et c'est strictement une aventure coloniale. Il faut savoir qu'Herzl, qui est le porteur de cette idée-là, l'écrit noir sur blanc. On est toutes les premières années du XXe siècle et il écrit noir sur blanc. Mon projet est un projet colonial. Parce qu'il faut se rappeler, et c'est très important ce qu'a dit la camarade de Sudie, très important. Il faut se rappeler que l'Europe, c'est avant tout une Europe coloniale. Et au début du XXe siècle, se déclarer colonisateur, ça posait de problème à personne, pas même à la gauche. Hein. Donc voilà, l'aventure, ce qui a créé, ce qui aboutit actuellement au premier génocide du XXIe siècle, c'est une aventure coloniale, elle n'a rien à voir avec une histoire culturelle ou le fait que des peuples ne pourraient pas s'entendre ou des choses comme ça. Rien à voir avec ça. Les organismes qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre territoire, ils ont été créés entre les deux guerres, voire même avant la première guerre pour certains d'entre eux. La Banque coloniale juive, c'est même 2 ans avant le XXe siècle. Donc ces organismes-là, y compris un syndicat, la Histadrut, donc quand certains s'imaginent que parce qu'on est un syndicat, on est forcément du bon côté de l'histoire, c'est complètement faux. Ces organismes ont été créés tous entre les deux guerres et ce proto-État qui va finalement effectuer un nettoyage ethnique féroce, la Nakba, il est en marche bien avant, 10 ans, 20 ans avant Auschwitz, il n'a rien à voir avec l'extermination. Pour nous, c'est extrêmement important de rappeler une chose simple, c'est qu'il n'y a pas de possibilité sur Terre autre que le vivre ensemble et que probablement l'écrasante majorité de ceux qui finalement sont morts dans la chambre à gaz n'accepteraient jamais ce qui est en train de se faire en leur nom. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui arrive à Gaza, c'est pas parce que Gaza, c'est parce que c'est la Palestine. Gaza, c'est un morceau de la Palestine. Et la politique de l'occupant, comme de tout occupant, ça a toujours été ça. C'est d'essayer de diviser le pays qu'on veut occuper en petits morceaux qui ne peuvent pas se parler. Donc, évidemment, si on arrive à fragmenter la Palestine en morceaux qui ont du mal à communiquer les uns avec les autres, on est beaucoup plus fort parce que, il faut bien le voir, hein, entre Jourdain et Méditerranée, vous avez à peu près autant de Palestiniens actuellement hein, que de Juifs israéliens. Donc pour maintenir son pouvoir, la solution du pays occupant, c'est de fragmenter la Palestine en morceaux, et l'un de ces morceaux, c'est Gaza. Les difficultés de circulation pour les Palestiniens, elles datent bien avant même le blocus de Gaza. Le blocus de Gaza qui se met en route en 2007, il est un épisode de cette chose-là. Mais la difficulté de communication était bien avant,
Et il y a une plaisanterie qu'on a toujours avec nos amis palestiniens, si un jour vous rencontrez un couple dont l'un vient de West Bank, de Cisjordanie, et l'autre de Gaza, vous leur dites, comment vous avez fait pour vous rencontrer? Et ils vous réunissent, ils vous disent, où croyez-vous qu'un Palestinien de Gaza et un Palestinien de Cisjordanie peuvent se rencontrer? En prison, bien sûr. C'est le seul endroit. Donc voilà, ce qui arrive à Gaza n'est pas dû au fait que c'est Gaza. C'est dû au fait que si on veut occuper un pays et en chasser sa population, il faut la diviser en morceaux. Et Gaza est sous blocus parce que, en réalité, la Cisjordanie est aussi sous blocus d'une certaine manière. Et de la même manière que le statut de Jérusalem-Est est différent du statut de la Cisjordanie, est différent du statut de Gaza, et différent du statut des Palestiniens de 48, ce que nous on appelle les Palestiniens de 48. Encore un point. Ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, d'abord, il y a le fait qu'en plein XXIe siècle, on peut faire pendant 2 ans un massacre génocidaire sans que le monde bouge. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre et c'est une chose sur laquelle il va falloir s'organiser pour que ce ne soit pas possible. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un détournement du langage qui est absolument incroyable, auquel on arrive au fait de dire que Trump, il désire tellement la paix qu'il a fait un plan, parce que la paix, pour lui, c'est très important. Alors il fait un plan de paix, et vous allez entendre ça sans arrêt répété. Mais les armes qui tuent à Gaza, d'où elles viennent? Des États-Unis. C'est pas Israël qui les construit. Il y a un pont roulant d'alimentation. Si les États-Unis arrêtaient de fournir les armes à Israël et les munitions, la guerre s'arrête en 3 jours. Donc, d'une main, on fait crédit aux États-Unis parce qu'ils cherchent la paix et personne ne leur pose la question. Arrêtez donc de fournir les armes, mais la paix, on l'a. Donc, cette façon de détourner le langage, cette espèce d'imbécilité de notre couche médiatique incroyable, qui est capable de dire des choses absolument invraisemblables, c'est quelque chose qui dit des choses très graves sur notre propre société. Et je crois, là aussi, je voudrais m'appuyer sur ce qui a été dit avant moi, et en particulier sur ce qu'a dit la copine de Survie. Rappelez-vous que l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la colonisation. Qu'est-ce qui se passe avec la Palestine? Pourquoi la Palestine, elle n'est pas libre? Parce qu'après tout, d'où elle naît, la Palestine? Elle naît du démantèlement de l'Empire ottoman. Ils ont fait le mauvais choix, ils ont été avec les perdants de la Première Guerre mondiale, ils sont démantelés. On aurait pu penser qu'on aurait dit, les peuples qui sont plus sous cet empire, ils s'organisent. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes après la Première Guerre mondiale, tout le monde bêle sur le fait qu'il ne faut plus jamais que ça arrive. Guerre mondiale qui est créée par l'Europe, il ne faut plus jamais que ça arrive, donc on crée la Société des Nations, et la Société des Nations va créer pour le Proche-Orient des mandats. Des mandats. Alors, pas des colonies, parce que ça commençait à la foutre mal quand même en 1920 par une colonie. Pas des colonies, mais des mandats. Je vous en prie, prenez votre ordinateur préféré et googlisez mandats britanniques, etc. Et vous allez lire le texte des mandats. Je vous donne l'essentiel. Les mandats, ils sont créés, ils sont donnés à la France et à l'Angleterre pour mener ces peuples mineurs jusqu'au moment où ils arriveront à une majorité suffisante pour s'auto-gouverner eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est une expression la plus pure que vous pouvez imaginer du racisme. Et c'est les écrits ratifiés par la Société des Nations. C'est ça, avant toute chose, c'est ça l'Europe. Et c'est sur cet élan-là que l'on continue à vivre. Alors, on se demande pourquoi, souvent on nous demande en conférence, mais enfin, pourquoi quelquefois on nous dit même pourquoi la France est si molle dans la défense de la Palestine, ou pourquoi finalement elle ne le défend pas, ou pourquoi elle est complice. Mais la France n'est pas complice, la France est un co-auteur du génocide. Et elle est un co-auteur parce qu'avec les autres puissances impérialistes, elle a intérêt, elle veut venir à bout. Elle veut venir à bout de la Palestine, qui a le mauvais goût à la fois d'être un peuple arabe, et puis d'être un peuple assez particulier, extrêmement développé, extrêmement éduqué,
Et que ça, si on veut modeler le monde à sa main, on a intérêt à mettre à genoux les populations considérées comme dangereuses, voire surnuméraires. Voilà. Donc, on n'est pas dans un monde anonyme. Ce n'est pas le fait que les gens s'entendent pas. C'est pas du tout ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les puissants au pouvoir, ils veulent le garder, leur pouvoir. Ils veulent continuer à organiser le monde à leurs mains. Et pour ça, ils ont besoin d'Israël. Et ils ont besoin des monarchies du Golfe. Une autre chose qu'on dit souvent, c'est on ne comprend pas pourquoi les pays arabes ne défendent pas la Palestine. Et moi, je réponds, attendez, pourquoi vous voulez qu'ils la défendent? Vous croyez que c'est une guerre ethnique? Ce n'est pas une guerre ethnique. Les puissances arabes, les pays, leurs gouvernants, ils veulent manger à la table des puissants, ils veulent leur part du festin. Ils sont du côté des impérialistes. Et donc, ils sont contre leur propre peuple et contre la Palestine. C'est tout simplement normal. On est face à quelque chose qui a à voir avec l'organisation du pouvoir. On n'est pas du tout face à quelque chose qui aurait à voir avec de la culture, de l'ethnie, ou des choses comme ça. Peut-être un dernier mot sur mon expérience à Gaza. Je tiens, probablement vous comprenez très bien, mais il y a des auditoires qui comprennent mal. Moi, j'ai vécu 2 ans à Gaza, avec mon nom juif, que je porte fièrement, avec mes cheveux non couverts. Je n'ai pas eu le moindre problème, mais pas le moindre. Et quand je dis pas le moindre problème, ça veut dire même pas une réflexion agacée dans une foule, une petite remarque méchante, etc. Pas du tout, pas du tout. 10 fois par jour, si vous parlez à Gaza, vous entendez, on n'a rien contre les Juifs, on se bat contre l'occupation. Donc c'est une chose qu'il faut comprendre profondément. Et quand les gens bêlent actuellement, mais de toute façon, on n'y arrivera jamais, parce que la haine est là. Non, la haine, elle n'est pas là. La haine, elle n'est pas là. Ce qui est là et ce qui est indéracinable, c'est le besoin de justice. Et donc, la première chose que pour laquelle on doit se battre, c'est sur la notion que la Palestine, on doit lui faire justice. Il doit y avoir, le droit international doit s'appliquer à la Palestine, et ce droit international, il dit autodétermination, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un dernier mot par rapport aux flottilles. Quand les camarades racontent ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment un degré au-dessus de ce que nous, on a vécu. Moi, quand j'ai fait partie on disait une flottille, mais en fait, on a été un bateau, le Al-Aouda, à arriver, à essayer d'arriver, à raisonner en eau internationale, exactement comme les camarades. Secoués, embêtés, mais pas au niveau où ils ont souffert. Pourquoi cette différence? Pour 2 raisons. D'abord parce que l'impunité, elle permet de monter d'un cran dans l'indignité. Et donc, il faut absolument arriver à isoler cet État voyou et à le punir. Et aussi parce que l'invention des flottilles avec des bateaux plus petits mais très nombreux, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. Quand j'ai parlé, on est très liés avec les copains, des copains à Gaza. Quand j'ai parlé de la flottille qui allait venir, notre camarade Abou Amir a dit oui, bon, bien sûr, ok, Sarah était sur la flottille 2018, il y a eu d'autres flottilles, mais vous voyez bien. Et là, j'ai dit, mais ça va être différent cette fois-ci. Cette fois-ci, ils vont être des dizaines. Et là, ils ont dit, Abou Amir a dit, eh ben, du coup, j'y crois. Et ça, je crois que c'est une chose très forte. Parce que envoyer 1-2 bateaux, c'est facile à attraper. Ils ont réussi, quand même, la Global Flotilla, c'est plus de 40 bateaux. Ils les ont pris. Ils ont pris derrière les mines Madine, les 12 bateaux des mines Madine. Mais ils ne prendront pas éternellement. Et cette idée de flottille importante, c'est vraiment, vraiment, vraiment un espoir. Alors voilà, la ligne qu'on a devant nous, ce sur quoi il faut se battre, c'est il n'y a pas de solution, entre guillemets, à Gaza sans les Gazaouis. Et la première des choses à faire, c'est de leur donner leurs droits. Ce n'est pas un organisme international qui va décider parce qu'ils sont intelligents, et puis au hasard, ils sont blancs. Ce n'est pas un organisme international qui doit décider pour la bande de Gaza, ce sont les Gazaouis. Ce n'est pas un organisme international qui doit décider pour la Palestine, c'est les Palestiniens. Il faut remettre, insister là-dessus, et la Palestine et Gaza dans toutes ses composantes. Parce que Gaza, c'est juste une société normale,
Vous avez des gens qui sont à droite, des gens qui sont à gauche. Vous avez des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Vous avez des gens qui ont des analyses totalement différentes. Dans toute sa diversité, Gaza doit être au cœur de la phase finale pour reprendre un petit peu de justice en ce monde. Ouais, bah, merci beaucoup. Avant de finir, moi, je voulais juste ajouter un mot sur la discussion que j'ai trouvée vraiment très intéressante, et je vous remercie encore franchement pour la richesse de vos interventions et d'être venus, évidemment. Moi, je voulais juste ajouter un mot parce que, évidemment, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la situation, elle est très instable, et en réalité, on voit la fragilité du cessez-le-feu, de l'arrêt de la guerre. Et en réalité, bon, plusieurs intervenants l'ont dit, mais aujourd'hui, Israël, main dans la main avec les puissances impérialistes, mais aussi avec les États arabes de la région, ils sont en train de tout faire pour en finir avec la question palestinienne, avec les aspirations à l'autodétermination du peuple palestinien. Et évidemment, on voit en fait la complicité des puissances impérialistes, des Pedro Sanchez, de Macron, etc., qui en fait ont approuvé le plan Trump. On a discuté en fait du plan qui est de mettre en place une autorité coloniale dirigée par Trump et par Tony Blair. Mais je voulais aussi insister sur le saut que représente ce plan, et Sacha disait un peu, mais sur le saut que ça représente dans la complicité des régimes arabes avec la colonisation de la Palestine, parce que on connaît l'histoire de la colonisation de la Palestine. On sait que dans l'histoire du combat pour l'autodétermination de la Palestine, ces régimes arabes, ils ont déjà trahi le peuple palestinien, que ce soit en 1970 quand la Jordanie, elle a chassé l'OLP de son territoire en menant une offensive brutale contre les Palestiniens, que ce soit avec l'invasion du Liban en 1976 par l'armée syrienne Al-Assad contre l'OLP, que ce soit la normalisation entre Israël et l'Égypte en 1978, et plus récemment les accords d'Abraham qui a marqué la normalisation entre Israël et certains États du Golfe en 2020. Et depuis le début du génocide, cette complicité, on la voit. Le Washington Post, cette semaine, il a révélé que les États arabes avaient renforcé leur coopération avec l'armée israélienne pendant le génocide. On a vu en fait que depuis le génocide, les oligarques égyptiens qui sont proches d'Al-Sisi, ils extorquent les Palestiniens qui essayent de fuir Gaza, ils s'engraissent sur les travaux de fortification du Sinaï, que le régime égyptien il a essayé de négocier la déportation des Palestiniens avec Israël en échange d'une partie de la dette du pays. On voit en fait que les monarchies du Golfe, elles investissent en réalité depuis longtemps leurs capitaux en Israël et dans les territoires occupés. La monarchie de Jordanie, elle aussi, elle a montré sa complicité en interdisant le drapeau palestinien en Jordanie, en réprimant les manifestations de solidarité, en renforçant les liens économiques avec l'État colonial. Aujourd'hui, ce plan Trump, en réalité, c'est un nouveau saut dans cette complicité, avec ce que disaient les autres intervenants sur le fait que l'Égypte, le Qatar et la Turquie se sont déjà engagés à prendre part à la coalition militaire qui doit prendre en charge le contrôle des territoires gazaouis, parce qu'en réalité, c'est une opportunité pour les régimes arabes de liquider définitivement le mouvement de libération palestinien. Et ça permettrait de lever le dernier obstacle à la normalisation avec Israël, les accords commerciaux, etc. Donc nous, aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec le point levé avec Révolution Permanente, on pense que les masses arabes, la classe ouvrière et la jeunesse dans les pays arabes, ils ont un rôle central à jouer, qu'ils ont déjà joué ce rôle central dans l'histoire, mais pour dénoncer la complicité de leur gouvernement. Et on sait que la solidarité depuis l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l'Algérie, etc., elle a toujours joué un rôle central, et elle peut en jouer un. Et l'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est sur le rôle de la jeunesse. On n'en a pas beaucoup discuté, mais c'est la raison pour laquelle on a organisé cette journée de mobilisation à Paris 8. Nous, en France, dans la jeunesse, on s'est mobilisé dès le début du génocide. On a lancé, avec le point levé, on a participé au lancement des comités Palestine à Paris 8, à Paris 1 et dans plein d'autres universités. On a occupé nos universités. Il y a plein d'entre nous qui sont allés en garde à vue et qui ont été réprimés par le gouvernement français. Évidemment, on est allé dans toutes les manifestations. En fait, on sait que de nombreuses universités françaises ont des partenariats avec des entreprises d'armement qui sont complices du génocide. On sait aussi que ces universités-là, en réalité, elles ont des liens non seulement avec des entreprises complices, mais aussi avec des universités israéliennes, et que ça date d'avant le début du génocide. Et ces universités israéliennes, en réalité, elles ont joué un rôle central dans la colonisation de la Palestine. Et c'est tout ça qu'on dénonce depuis la jeunesse, et on sait qu'on a un rôle important à jouer. Et que les travailleurs, la jeunesse en Italie, sont en train de nous montrer la voie, qu'en réalité, c'est seulement en se mobilisant qu'on peut mettre une limite à la barbarie de l'État d'Israël et des puissances impérialistes qui le soutiennent. Et je voulais ajouter aussi là-dessus
surtout qu'aujourd'hui, on est en train de voir dans le monde le rôle qu'est en train de jouer la jeunesse dans plusieurs pays, que ce soit la jeunesse qui est en train de se soulever au Maroc, à Madagascar, au Népal, contre la misère, contre l'autoritarisme. En France, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement, il est plus faible que jamais. On n'en a pas discuté aujourd'hui, mais on est dans une crise politique énorme, dans une crise historique de la Ve République. Il y a eu en fait des mobilisations importantes le 10 et le 18 septembre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de faire payer à Macron sa complicité avec le génocide et de revendiquer sa démission une bonne fois pour toutes.